Tout le monde parle de développement personnel. Livres, vidéos, coachs, influenceurs, tous vantent l'idée que nous pouvons devenir une meilleure version de nous-mêmes, comme si la vie était une ligne droite vers la réussite. Mais c'est faux. La vie ne fonctionne pas comme une application où l'on accumule des compétences et des points d'expérience. La réalité est plus chaotique, plus brutale. Ce n'est pas en répétant des affirmations positives devant un miroir que l'on grandit. On change dans la douleur, dans la perte, dans l'effondrement. On ne se transforme pas en ajoutant, mais en détruisant ce qui doit disparaître. Le véritable développement, ce n'est pas ajouter des nouvelles habitudes ou travailler sur soi comme on ajuste un programme informatique. C'est apprendre à mourir à soi-même, à abandonner les parties de nous qui ne servent plus. Ce n'est pas une montée progressive vers une version parfaite, c'est une série d'échecs, de deuils, de moments où tout semble s'effondrer. Et c'est justement dans ces instants-là que l'on évolue, pas avant. Avant, on ne fait que jouer un rôle, accumuler des couches de vernis social. Mais quand tout s'écroule, quand il ne reste que la vérité nue, là seulement, on voit qui l'on est vraiment. Si le développement personnel était une science exacte, il suffirait de suivre une liste d'instructions pour atteindre le bonheur. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fonctionne pour un individu peut être une prison pour un autre. Vouloir se développer, sans comprendre que l'effondrement fait partie du processus, c'est comme essayer d'apprendre à nager sans jamais entrer dans l'eau. La vraie question n'est donc pas « comment m'améliorer ?», mais « qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour devenir une version plus authentique de moi-même ?» Tout le monde prétend vouloir la vérité, mais c'est un mensonge. En réalité, la plupart des gens ne la supportent pas. Ils aiment l'idée de la vérité, tant qu'elle reste floue, tant qu'elle ne remet pas en cause leurs croyances, leur confort, leur petite paix intérieure. Mais dès qu'elle s'impose avec brutalité, ils détournent le regard, trouvent une excuse, attaquent celui qui la porte. C'est plus facile de traiter quelqu'un de pessimiste, de cynique ou de fou, que d'affronter une réalité trop crue. L'homme ne cherche pas la vérité. Il cherche à vivre avec le moins de friction possible. C'est pour cela que les vérités les plus dérangeantes sont toujours édulcorées, diluées, enrobées de faux espoirs. Personne ne veut entendre que la plupart de ses efforts sont inutiles, que son travail n'a pas de sens, que ses relations sont superficielles, que la mort est inévitable, et qu'après elle, il n'y a probablement rien. Pourtant, c'est la réalité. Une vérité froide, métallique, qui coule dans la gorge comme du plomb en fusion. Voilà pourquoi ceux qui s'approchent trop près de la vérité finissent souvent isolés, rejetés. La vérité ne rassemble pas, elle divise. Mais alors, que faire ? Faut-il fuir la vérité pour vivre plus sereinement ? Peut-être. Après tout le monde le fait. Mais si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que quelque part, tu refuses l'illusion. La vérité est douloureuse, oui, mais elle est aussi libératrice. Elle arrache les chaînes des illusions et permet d'agir avec lucidité. Alors, choisis. Veux-tu vraiment la vérité, avec tout ce qu'elle implique ? Ou préfères-tu la version édulcorée qui te permet de dormir tranquille ? La réponse t'appartient. Personne n'aime souffrir. C'est normal. La douleur est un signal d'alarme, un cri du corps et de l'esprit pour dire que quelque chose ne va pas. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que la souffrance n'est pas seulement un fardeau, elle est aussi un passage. Tout ce qui a de la valeur dans la vie est le résultat d'une épreuve, d'un effort, d'un moment où l'on aurait préféré fuir. Ceux qui cherchent à éviter la douleur à tout prix finissent par éviter la vie elle-même. À force de vouloir se protéger, ils s'enferment dans une existence fade, où rien ne blesse, mais où rien ne grandit non plus. Le problème, ce n'est pas la douleur en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Souffrir pour souffrir, sans réflexion, sans transformation. Ce n'est qu'un cercle vicieux. Beaucoup de gens restent bloqués là-dedans, ressassant leurs blessures, s'accrochant à leur malheur comme à une identité. Mais il y a une autre voie. Utiliser la douleur comme un carburant, la pousser jusqu'à son point de rupture pour qu'elle accouche d'autre chose. C'est dans ces moments-là que l'on évolue vraiment. Pas quand tout va bien, pas quand la vie est confortable, mais quand il n'y a plus d'autre choix que de changer ou de sombrer. Alors, il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, ni de la rechercher pour se donner une illusion de profondeur. Il s'agit de l'accepter quand elle est là et de la laisser faire son travail. La douleur a un sens si on l'accompagne jusqu'au bout. Elle est comme un feu qui détruit l'ancien pour laisser place au nouveau. Si tu refuses de souffrir, tu refuses aussi de renaître. Et si tu refuses de renaître, tu restes figé, prisonnier d'une version de toi-même qui aurait dû mourir depuis longtemps. La peur est une force invisible qui contrôle nos vies bien plus qu'on ne le croit. Elle est sournoise, elle se cache derrière des excuses rationnelles, des habitudes bien ancrées, des « je ne suis pas prêt », des « ce n'est pas le bon moment ». Pourtant, au fond,
Ce n'est jamais une question de timing ou de préparation. C'est une question de courage. Changer, c'est affronter l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. Alors on reporte. On trouve des justifications. On se ment à soi-même pour éviter d'admettre que la seule chose qui nous empêche d'avancer, c'est nous. Le problème, c'est que la peur ne disparaît jamais vraiment. Attendre qu'elle s'évanouisse avant d'agir, c'est comme attendre que la mer soit totalement calme avant d'embarquer. Ça n'arrivera pas. Il y aura toujours une vague, toujours un vent contraire, toujours une raison de rester sur le rivage. Ceux qui changent ne sont pas ceux qui n'ont plus peur, mais ceux qui avancent malgré elles. Ils acceptent l'inconfort, le vertige, le doute, parce qu'ils savent que rester figé est encore plus terrifiant que de prendre un risque. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche vraiment d'évoluer? Un manque de temps, d'opportunités, de moyens, ou est-ce juste la peur déguisée sous une autre forme? La vérité, c'est que la plupart des barrières sont dans nos têtes, et qu'un jour, tu devras choisir, rester là où tu es, dans un confort tiède et rassurant, ou sauter, en sachant que le sol ne se dérobe que pour ceux qui osent de marcher. Tout ce qui nous fait souffrir vient, d'une manière ou d'une autre, de l'attachement. On s'accroche aux choses, aux personnes, aux idées, aux souvenirs, comme si elles étaient essentielles à notre survie. On veut que tout dure, que rien ne change, qu'on puisse conserver ce qu'on aime exactement tel quel. Mais la vie n'a jamais fonctionné ainsi. Tout ce qui existe est en mouvement. Tout finit par s'effriter, se transformer ou disparaître. Résister à cela, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec ses mains. Le problème, ce n'est pas d'aimer, ce n'est pas de vouloir garder ce qui nous est cher. Le problème, c'est de croire que notre bonheur en dépend, que notre identité est liée à ce que l'on possède ou à qui nous entoure. Une relation qui se termine, un projet qui échoue, une image de soi qui s'effondre. Voilà des choses qui nous brisent, non pas parce qu'elles sont douloureuses en elles-mêmes, mais parce qu'on leur avait donné trop de pouvoir sur nous. L'attachement transforme tout en prison. Ce qui devait être une source de joie devient une chaîne invisible qui nous étrangle à petit feu. Alors, comment faire? Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de rejeter tout lien humain. Il s'agit de comprendre que tout est temporaire et d'aimer malgré cela, ou plutôt, à cause de cela. Apprécier une chose sans chercher à la posséder, aimer quelqu'un sans avoir peur de le perdre, avancer sans s'accrocher à ce qui était hier. Voilà la clé. Ce n'est pas facile, ça demande du courage. Mais c'est le seul moyen de ne pas être esclave de ses propres attachements. Parce que ce qui te fait souffrir aujourd'hui, ce n'est pas la perte. C'est ta résistance au fait que rien ne t'a jamais appartenu. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent vraiment? Pas juste exister, mais vivre avec intensité, avec un véritable engagement. La majorité des gens passent leur vie en mode automatique, enchaînant les jours sans jamais se poser la question essentielle. Est-ce que ce que je fais a un sens? Ils accumulent de l'argent, des possessions, des diplômes, des relations, en croyant qu'un jour, quand ils auront assez, ils pourront enfin commencer à vivre. Mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'ils sont pris au piège d'une mécanique qui les pousse toujours à vouloir plus, sans jamais s'arrêter pour respirer. Le pire, c'est qu'ils savent, au fond, que quelque chose ne va pas. Mais au lieu d'affronter ce malaise, ils se distraient. Travail, écran, divertissement, tout est conçu pour leur éviter d'avoir à se poser les vraies questions. Ils préfèrent suivre le mouvement, ne pas trop penser, ne pas trop remettre en question, parce que penser, vraiment, ça dérange. Ça oblige à voir les contradictions, les absurdités, le temps qui file et qu'on ne récupérera jamais. Alors, ils continuent, comme des somnambules, persuadés qu'ils ont encore le temps. Mais combien de temps encore? Un jour, ils se réveilleront, et il sera trop tard. Les années auront passé, et ils réaliseront qu'ils ont vécu dans l'attente d'une vie qui ne viendra jamais. Ne sois pas comme eux. Ne laisse pas la routine t'anesthésier. Pose-toi la question maintenant, tant qu'il est encore temps. Est-ce que je suis en train de vivre, ou est-ce que je me contente d'attendre? Si tu n'es jamais révolté, si rien en toi ne bouillonne face à l'injustice, à l'absurdité du monde, ou à tes propres contradictions, alors pose-toi la question. Es-tu encore vivant? La révolte n'est pas un caprice. Ce n'est pas une crise passagère. C'est un moteur essentiel. Sans elle, on accepte tout. On se résigne. On devient un spectateur passif de sa propre existence. La révolte, c'est ce qui empêche la stagnation. C'est ce qui fait que certaines personnes refusent de se contenter d'une vie tiède et sans relief. Mais attention, se révolter, ce n'est pas juste se plaindre ou critiquer. Beaucoup de gens passent leur temps à râler sur ce qui ne va pas, mais ne font rien pour changer quoi que ce soit. Une véritable révolte, ce n'est pas une posture, c'est un engagement. Ça demande de l'énergie, du courage, de la persévérance.
C'est une guerre intérieure avant d'être une bataille extérieure. Il faut d'abord être prêt à affronter ses propres illusions, ses propres faiblesses, avant de prétendre vouloir changer quoi que ce soit à l'extérieur. Et surtout, la révolte ne doit pas devenir une prison. Beaucoup finissent enfermés dans leur colère, consumés par leur combat, incapables de voir autre chose que ce qui les indigne. Ce n'est pas ça, la vraie révolte. La vraie révolte, c'est celle qui pousse à agir, mais qui sait aussi lâcher prise quand c'est nécessaire. C'est une tension entre destruction et création, entre refus du monde tel qu'il est et la volonté de construire autre chose. La question n'est donc pas « est-ce que je suis en colère ?», mais « qu'est-ce que je fais de cette colère ?» Plus tu comprends le monde, plus tu t'éloignes des autres. C'est une vérité brutale, mais incontournable. La lucidité est une lame à double tranchant. Elle éclaire la réalité, mais elle isole aussi, parce que voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans illusion, ce n'est pas agréable. La plupart des gens préfèrent les récits confortables, les demi-vérités qui rassurent. Mais si tu choisis d'ouvrir les yeux, si tu refuses le mensonge, alors prépare-toi. Tu seras souvent seul avec ce que tu sais. Et cette solitude n'est pas toujours une souffrance. Elle peut être une force. Elle te libère des conversations vides, des relations superficielles, des faux-semblants. Elle t'oblige à trouver ta propre voie, à te construire sur quelque chose de plus solide que l'approbation des autres. Mais elle a un prix, car plus tu vois clair, plus tu réalises à quel point beaucoup de gens sont prisonniers de leurs illusions et à quel point ils préfèrent y rester. Et ça, c'est douloureux. Essayer d'ouvrir les yeux à quelqu'un qui ne veut pas voir, c'est comme parler à un mur. Alors, que faire ? Faut-il se couper du monde, vivre en ermite, abandonner tout lien humain ? Non, mais il faut accepter que la vraie connexion ne peut exister qu'avec ceux qui ont eux aussi fait ce choix de lucidité. Et ils sont rares, très rares. En attendant, la solitude fait partie du chemin. Ce n'est pas une punition, c'est un passage obligé. Et une fois qu'on l'accepte, on découvre quelque chose de précieux. Être seul n'est pas le pire. Le pire, c'est d'être entouré et de se sentir étranger. Dans un monde qui glorifie la positivité à tout prix, être mélancolique est presque un acte de rébellion. On nous répète qu'il faut être heureux, motivé, optimiste. Mais heureux de quoi ? De vivre dans un système qui nous traite comme des machines à produire et consommer ? De voir nos jours s'écouler dans une routine qui nous vide plus qu'elle ne nous remplit ? La société moderne ne tolère pas la mélancolie parce qu'elle rappelle une vérité gênante. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle est le signal d'alarme que l'on cherche à étouffer. Mais la mélancolie n'est pas une faiblesse. Elle est une lucidité à vif, une manière de ressentir le monde dans toute sa complexité, avec ses beautés et ses tragédies. Refuser la mélancolie, c'est refuser une part essentielle de l'expérience humaine. La tristesse n'a jamais tué personne. Ce qui détruit, c'est de la nier, de la fuir, de la cacher sous des faux sourires et des distractions stériles. Être mélancolique, c'est accepter d'être touché par ce qui nous entoure. C'est voir la fragilité des choses et y trouver, paradoxalement, une forme de beauté. Alors non, il ne s'agit pas de se complaire dans la tristesse. Il ne s'agit pas de rester figé dans le regret ou l'apitoiement. La vraie mélancolie est un moteur, pas un piège. Elle pousse à créer, à réfléchir, à chercher un sens. Elle est une révolte douce mais puissante contre l'abrutissement général. Dans un monde où l'on veut nous rendre insensibles, où l'on nous dit que toute forme de tristesse est une maladie, rester mélancolique, c'est rester humain. Et ça, c'est un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. On nous vend l'amour comme le sommet de l'existence. Trouver la bonne personne, se compléter, être aimé en retour, comme si c'était la finalité ultime, comme si sans cela, la vie n'avait aucun sens. Mais cette vision de l'amour est un mensonge. L'amour n'est pas une destination, et encore moins une garantie de bonheur. Il peut être beau, intense, transformateur, mais il peut aussi être une prison. Lorsqu'il devient une obsession, une dépendance, il ne fait plus grandir, il étouffe. Le problème, c'est que beaucoup cherchent dans l'amour une réponse à leur vide intérieur. Ils veulent que quelqu'un les sauve, les répare, les fasse exister. Mais personne ne peut porter un tel fardeau. S'accrocher à l'amour comme à une bouée, c'est donner à quelqu'un d'autre un pouvoir qu'il ne devrait jamais avoir, celui de nous définir. Et c'est là que tout dégénère. Les attentes deviennent oppressantes. La peur de perdre l'autre écrase tout. Et ce qui devait être un partage se transforme en dépendance toxique. Alors, quelle est la solution ? L'amour n'est pas le problème, c'est la manière dont on l'aborde qui l'est. Il ne doit pas être une quête désespérée, ni un refuge contre soi-même. Il doit être un choix, pas un besoin. On aime vraiment quand on pourrait être seul, mais qu'on décide de ne pas l'être. Quand l'amour n'est pas une tentative de combler un manque, mais une explosion de quelque chose qui déborde déjà en nous.
Tant que l'amour sera vu comme une nécessité, plutôt que comme une rencontre libre, il continuera de briser plus de cœurs qu'il n'en guérit. Il y a une guerre silencieuse qui se joue chaque jour, partout autour de nous. Une guerre entre la beauté et la laideur, entre ce qui élève et ce qui abaisse. Et cette guerre, beaucoup ne la voient même pas. Ils consomment ce qu'on leur donne sans questionner, s'habituent à l'ordinaire, acceptent la médiocrité comme une norme. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons, notre manière de parler, de penser, de créer, d'aimer, contribue soit à la beauté du monde, soit à sa dégradation. Le problème, c'est que chercher la beauté demande un effort. Il faut affiner son regard, refuser la facilité, aller au-delà de ce qui est simplement pratique ou fonctionnel. La laideur, elle, s'impose sans résistance. Elle est partout, dans l'architecture sans âme, dans la musique fabriquée à la chaîne, dans les relations superficielles. Elle ne choque même plus, parce qu'on finit par s'y habituer. Et c'est là qu'est le vrai danger. Quand l'ennui, la fadeur et l'absence d'âme deviennent la norme, plus personne ne se rend compte qu'on est en train de sombrer. Alors, pose-toi la question. Est-ce que ce que tu fais, ce que tu crées, ce que tu laisses entrer dans ta vie, contribue à la beauté ou à la laideur? Ce n'est pas une question d'élitisme ou de perfection, c'est une question d'intention. Veux-tu simplement exister ou veux-tu laisser une trace qui ait du sens? Parce que ceux qui choisissent la beauté, dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leurs choix, sont ceux qui, un jour, laissent derrière eux quelque chose qui mérite d'être regardé. Le capitalisme a réussi un tour de force incroyable. Il a transformé la vie en une attente perpétuelle. On court après l'argent, après la stabilité, après une réussite qui ne veut rien dire. On nous apprend que le bonheur viendra plus tard, quand on aura assez économisé, assez travaillé, assez mérité. Mais ce plus tard n'arrive jamais, parce que le système est conçu pour qu'il n'arrive pas. Toujours un nouvel objectif à atteindre, une nouvelle dette à rembourser, une nouvelle raison de ne pas s'arrêter. Le pire, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais ça en question. Parce que le capitalisme ne se contente pas de voler notre temps. Il vole aussi notre capacité à rêver autrement. On nous vend du divertissement, des distractions, des envies artificielles, juste assez pour nous faire oublier à quel point tout cela est absurde. On nous pousse à acheter du vide pour remplir un vide encore plus grand. Et quand quelqu'un ose dire que cette course est une illusion, il passe pour un naïf, un marginal, un ingrat, comme si refuser d'être esclave était une folie. Alors, que faire? Tout plaquer et aller vivre en ermite n'est pas une option pour la plupart d'entre nous. Mais la vraie rébellion, elle commence dans la tête. C'est refuser de croire que notre valeur se mesure à ce que l'on possède. C'est comprendre que l'on ne gagne pas sa vie, on la vit. C'est ne pas laisser le système décider de ce qui mérite notre attention, notre temps, notre énergie. Parce que le seul vrai luxe, c'est d'avoir la liberté de choisir ce qui a du sens. Et ça, personne ne nous le donnera. Il faut le reprendre. Rien ne détruit plus qu'une vie figée. Le véritable ennemi n'est pas l'échec, ni même la douleur, c'est l'immobilisme. Beaucoup de gens vivent dans un état de paralysie permanente, prisonniers de leurs habitudes, de leurs peurs, de leurs excuses. Ils rêvent d'un changement, mais ils ne bougent jamais. Pourquoi? Parce que bouger, c'est risquer de se tromper. Et dans une société obsédée par la perfection et la réussite, l'échec est vu comme une honte, pas comme une étape nécessaire. Alors ils attendent. Ils restent là, figés, en espérant qu'un jour, les conditions seront parfaites. Mais ce jour n'existe pas. Le problème avec la stagnation, c'est qu'elle ne se voit pas tout de suite. On croit que l'on est stable, alors qu'en réalité, on est en train de s'éteindre. Un rêve que l'on repousse trop longtemps finit par pourrir. Une passion que l'on ne nourrit plus se transforme en frustration. Un talent non utilisé devient une source de regret. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de briser l'inertie. C'est comme rester dans l'eau froide. Au début, on sent le froid. Mais si on attend trop, on s'engourdit et on finit par couler sans même s'en rendre compte. Alors bouge. Fais quelque chose, n'importe quoi. Mais ne reste pas immobile. L'action crée l'élan. Même une mauvaise décision est préférable à l'absence de décision. Se tromper, c'est apprendre. Rater, c'est avancer. La vie est une série de mouvements, pas un état figé. Ceux qui comprennent cela, ceux qui osent agir malgré le doute, sont ceux qui finissent par donner un sens à leur existence. Les autres passent leur temps à attendre une vie qui ne viendra jamais. Tout ce qui vit est en perpétuelle transformation. Pourtant, la plupart des gens s'accrochent désespérément à ce qu'ils connaissent, comme si changer signifiait perdre une partie d'eux-mêmes. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour évoluer, il faut accepter de mourir à soi-même, encore et encore.
Ce que tu étais hier ne doit pas forcément être ce que tu es aujourd'hui. Chaque version de toi est temporaire, et c'est dans cette destruction-reconstruction que se trouve la véritable intensité de la vie. Le problème, c'est que nous avons peur de cette mort symbolique. Nous préférons la continuité, même quand elle nous étouffe. Nous restons dans des relations qui ne nous nourrissent plus, des routines qui nous éteignent, des identités qui ne nous correspondent plus. Parce que changer demande un effort, parce que cela signifie plonger dans l'inconnu, abandonner des certitudes. Mais si tu n'acceptes pas de laisser mourir certaines parties de toi, tu finis par t'accrocher à une version de toi-même qui est déjà morte depuis longtemps. Alors, au lieu de craindre ces phases de rupture, il faut les embrasser. Chaque effondrement est une opportunité de reconstruire quelque chose de plus vrai, de plus puissant. La vie devient intéressante quand on accepte d'y plonger entièrement, sans s'accrocher au passé, sans craindre l'avenir. Meurs et renais autant de fois qu'il le faudra, parce que la seule chose pire que de se perdre, c'est de ne jamais se chercher. On cherche tout des réponses. Pourquoi sommes-nous ici? Que devons-nous faire de notre vie? Où trouver le bonheur, le sens, la paix intérieure? Mais peut-être que la plus grande erreur est justement de vouloir des réponses définitives. La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à explorer. Ceux qui prétendent tout comprendre finissent souvent enfermés dans leurs propres certitudes, rigides, incapables d'évoluer. À l'inverse, ceux qui acceptent de vivre dans la question, dans le doute, dans l'inconfort de ne pas tout savoir, sont ceux qui restent vraiment vivants. Le monde déteste l'incertitude. Il veut des conclusions claires, des vérités absolues, des cases dans lesquelles ranger les choses et les gens. Mais la réalité est bien plus fluide, bien plus complexe. Ce que tu crois aujourd'hui, tu le remettras en question demain. Ce que tu défendais hier, tu pourrais le rejeter plus tard. Et c'est normal. Ce n'est pas un manque de cohérence. C'est une preuve d'évolution. L'esprit figé est un esprit mort. Ceux qui vivent pleinement sont ceux qui osent se déconstruire, qui ne cherchent pas à imposer un sens unique à l'existence, mais qui avancent malgré le flou, malgré l'inconnu. Alors, voici la seule vraie question à se poser. Es-tu prêt à vivre sans réponse? Es-tu capable d'embrasser l'incertitude et de te lancer dans l'inconnu, même si ça signifie ne jamais avoir de certitude absolue? Si oui, alors tu as compris quelque chose d'essentiel. La vie n'est pas faite pour être comprise, elle est faite pour être vécue.